Morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. La guerre en Ukraine est entrée dans une nouvelle phase, celle des bombardements russes incessants. Faute de conquérir des territoires, l'objectif de Moscou, c'est désormais de rendre la vie impossible au peuple ukrainien. Comment tiennent-ils entre les bombes et le froid ? À quoi rêvent-ils ? Quels sont leurs espoirs pour 2023 ? On en parle avec notre invité. Le bruit du monde est en Autriche, avec les petits chanteurs de Vienne, en pleine répétition pour le sacro-saint concert du Nouvel An. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Christelle Rébière a trouvé des prophéties apocalyptiques pour le Nouvel An au Ghana et un élu républicain de New York complètement mythomane qui a bidonné son CV pour se faire élire. À 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Dimanche, la Croatie entre dans la zone euro et dans l'espace Schengen. Un pas de plus pour le bon élève de l'Europe, nous dira Jean-Jacques Herry. À 18h55, dans le monde d'après, suite et fin de notre série sur les leaders à suivre en 2023, Louise Baudet tire le portrait de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Ce monde est une énigme, heureux qui la devine, écrivait Lamartine. Bonsoir. Corinne Audouin. Un jour dans le monde. Bonsoir Yulia Shoukan. Bonsoir. Vous êtes en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la société ukrainienne, maîtresse de conférences en études slaves à l'université Paris-Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Est-ce que vous pouviez imaginer, Yulia Shoukan, le 24 février dernier, le jour du début de la guerre en Ukraine, qu'on terminerait cette année 2022, aujourd'hui 29 décembre, toujours avec cette guerre en plein cœur de l'Europe ? Non, je pense que je n'aurais pas pu l'imaginer. Déjà que j'imaginais cette guerre, s'il allait reprendre, puisque la guerre dure pour l'Ukraine depuis 2014, il faut le rappeler, mais s'il allait reprendre le 24 février, je la pensais comme beaucoup d'autres experts limitée au territoire de l'Est ukrainien, donc au Donbass. Et je la pensais jamais effectivement comme une guerre aussi violente et touchant l'ensemble de la population ukrainienne. Mais dans le même temps, elle ne me surprend pas au sens où je m'attendais à ce que les Ukrainiens résistent face à une nouvelle agression russe. Et à oui, vous ne croyiez pas une guerre éclair, comme certains ont pu le dire. Vous n'y croyiez pas du tout. Non. Oui, vous vous attendiez, je vous ai coupé, à ce que les Ukrainiens résistent, comme vous l'avez dit. C'est ça. Là où je n'ai pas été surprise, effectivement, parce qu'une fois de plus, la guerre, je le répète, la guerre dure depuis 8 ans en Ukraine, et donc il y a un certain nombre de savoir-faire, de réseaux mobilisés, de connaissances, tout simplement, de résistance face à ce conflit armé. Et donc, cette résilience des Ukrainiens, leur capacité à résister, ne m'a pas surprise à cet égard. Alors aujourd'hui encore, on l'a entendu dans le journal de Christelle Rébière, il y a eu de nouvelles frappes russes intensives. À la mi-journée, à Lviv, à l'ouest, il n'y avait plus d'électricité. 40% de la population de Kiev également dans le noir. Alors depuis octobre, c'est la nouvelle stratégie de Moscou face au recul sur le terrain de l'armée russe. Ces frappes, elles visent les infrastructures énergétiques. On est à quelques jours du Nouvel An, qui est une occasion pour les familles en Ukraine de se rassembler. Ces frappes, Yulia Shoukan, vous les comprenez comment ? Elles visent à rendre vraiment la situation, la vie intenable pour les Ukrainiens ? C'est briser le moral des Ukrainiens, parce qu'effectivement, la Russie s'attendait, et le Kremlin s'attendait à une guerre éclair, donc à une reddition rapide de l'Ukraine, ne s'attendait absolument pas à cette résistance des Ukrainiens. Et l'idée, en bombardant si systématiquement les infrastructures, et il s'agit bien évidemment de l'électricité, mais on oublie souvent que l'électricité veut dire aussi l'accès à l'eau, ça veut aussi dire l'accès à la téléphonie mobile et au réseau Internet, et donc à la possibilité tout simplement de communiquer, d'avoir des nouvelles du proche, d'entretenir le lien avec le monde extérieur. Et donc l'idée, clairement, c'est de briser le moral et de rendre les conditions invivables, tout en provoquant aussi de nouvelles morts. Parce que quand on dit bombardement, nécessairement, c'est pas des frappes très très précises, c'est des frappes qui touchent également des populations, et on voit qu'à chaque vague de bombardement, il y a de nouvelles victimes. Et c'est aussi dégrader les conditions de vie au point d'amener effectivement les Ukrainiens à se rendre. Vous le disiez, c'est pour briser le moral des Ukrainiens, mais on a le sentiment que ça a plutôt l'effet inverse. C'est tout à fait ça, et c'est le sentiment que j'ai eu à plusieurs reprises en me rendant en Ukraine. Il y a une très grande capacité de résistance qui tient à plusieurs facteurs, on pourra le démêler, à la fois la capacité d'adaptation, la solidarité interpersonnelle, le lien extrêmement fort entre l'arrière et le front, le lien entre les civils et les militaires, et surtout je pense qu'il y a aussi ce sentiment de la cause juste. Les Ukrainiens savent qu'ils sont du bon côté en fait dans cette guerre,
que leur cause est juste. Ils ont été agressés et ils résistent face à cette agression. Yulia Shoukan, vous l'avez dit, vous revenez d'un séjour récent en Ukraine, début décembre, dans la région de Kherson, Mykolaïv, Donetsk, Kharkiv, des régions récemment libérées par l'armée ukrainienne. Alors, on va en parler avec vous et on va d'abord appeler notre correspondante en Ukraine, Agathe Maheué. Depuis le mois d'octobre, il faut le préciser, Radio France a décidé de créer un poste permanent dans le pays. Agathe, vous avez inauguré ce poste. Vous venez de passer 2 mois à sillonner l'Ukraine et il y a des lieux qui vous ont particulièrement marqué. Oui, il y en a beaucoup. Forcément, Kherson restera un moment très fort parce qu'on s'est rendu là-bas mi-novembre, au moment où la ville était libérée. Donc, séquence assez historique. Et puis, on a pu vivre à ce moment-là l'euphorie des habitants. On les a vus heureux, notamment de pouvoir communiquer enfin avec leurs proches par téléphone parce que il y avait des petites paraboles qui étaient installées un peu partout en ville. Et je revois aussi à la gare de Kherson le sourire immense de cette jeune fille qui tombe dans les bras de sa grand-mère, puis de ses parents à la sortie du tout premier train venu de Kiev. Et en même temps, Kherson, depuis, est redevenu comme un piège pour tous ses habitants parce que l'armée russe bombarde maintenant le centre-ville et les civils. On l'a vu le week-end dernier à la veille de Noël avec 10 morts au moins des Ukrainiens qui allaient juste faire leurs courses. Et puis, il y a Bakhmout aussi, Bakhmout, un endroit hors norme parce que là on est dans le Donbass et c'est cette ville que l'armée russe veut conquérir à tout prix, avec pour conséquence des gens, quelques milliers de personnes qui restent vivre là malgré tout sous les bombardements vraiment incessants. Et là je me souviens en particulier de ces femmes médecins qu'on a rencontrées dans une cave, dans leur cave. Enfin, c'est là qu'elles vivaient depuis des mois. Elles voulaient pas partir parce qu'il y avait tous leurs patients dont il fallait rester s'occuper et elles se sentaient là relativement à l'abri. L'une d'elles était d'ailleurs avec sa fille adolescente de 13 ans qui expliquait qu'elle tenait bon, mais on se demande vraiment comment on peut tenir dans ces conditions-là parce qu'évidemment là encore pas d'électricité, rien du tout. En fait, Bakhmout c'est une ville où il n'y a plus rien et c'est vraiment une vie de misère pour ces Ukrainiens-là. Agathe, donc vous retenez pas mal de sourires, c'est ça qui est beau dans ce que vous racontez. Vous avez évidemment pu rencontrer des Ukrainiens de toutes les générations et il y a des rencontres que vous gardez en mémoire. Oui, il y a plein de visages qu'on ne peut pas oublier. Moi, je revois aussi cette femme à l'hôpital de Kryvyi-Rih qui fermait les yeux pour nous parler, pour nous raconter comment toute sa famille avait roulé sur une mine en quittant le village en fait où il vivait et le village qui était bombardé par l'armée russe. Elle serrait fort contre elle son plus jeune enfant en nous racontant son histoire. J'ai aussi en tête l'air déterminé d'un homme près de Sloviansk, un homme devenu sniper, et ça dit sans doute aussi comme la guerre peut transformer les gens en tueurs. Lui, il était sniper solitaire, et la nuit, avec sa kalachnikov et son viseur nocturne, il allait tuer des soldats russes dans le Donbass. Donc il y a plein de rencontres comme ça. Aussi cette grand-mère, Baba Louba, qui était en permanence entre rire et larmes, là aussi dans le Donbass, sur la route de Bakhmout. Et voilà, à chaque fois, ce qui était marquant, c'était la force de tous ces gens, de ces Ukrainiens, leur façon de résister malgré tout à tout ça, et puis de s'accrocher à des petites choses. Et par exemple, le week-end dernier, s'accrocher aussi aux fêtes de fin d'année, et avec l'envie de fêter Noël malgré tout, par exemple. Oui, l'Ukraine a fêté Noël, et malgré la guerre, on s'en doute, c'était forcément différent quand même cette année, Agathe. C'était différent parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui, pour la toute première fois, ont décidé de prendre un virage culturel en abandonnant le calendrier orthodoxe russe traditionnel, c'est-à-dire que jusque-là, en Ukraine, on fêtait plutôt Noël autour du 6-7 janvier, comme à Moscou. Et pour la première fois, beaucoup se sont décidés à suivre plutôt la tradition européenne, disons, et donc on fêtait Noël le 25 décembre. Et ça, c'est sans doute là aussi une forme de résistance, une envie de se détacher de la Russie par tous les moyens. Et ce qui est très marquant aussi, après tout ce temps à lutter contre le voisin russe, c'est cette détermination et puis la foi toujours aussi en l'armée ukrainienne. Ici, tout le monde croit très
fort en la victoire de l'Ukraine sur la Russie, quel qu'en soit le prix, et même si ça doit prendre encore des mois. Merci beaucoup, Agathe Maheué. Je précise que c'est Omar Waman qui vous succède à ce poste de correspondant en Ukraine pour les 2 prochains mois. Yulia Shoukan, on revient avec vous. Vous êtes spécialiste de la société ukrainienne, maîtresse de conférences en études slaves à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous avez écouté le récit d'Agathe Maheué. Est-ce que vous avez la même impression ou les mêmes impressions qu'elle, ou des impressions différentes sur ce que vous avez pu voir sur place en Ukraine ? Je pense que j'ai les mêmes impressions et je soulignerai peut-être quelques points. Ce qui me frappe moi aussi, c'est surtout le caractère systématique des violences commises contre les civils, donc commises par l'armée russe, à la fois les enlèvements, les tortures, les fosses communes qu'on retrouve dans les territoires occupés. Ce qui m'impressionne aussi, c'est l'état de destruction finalement, à quel point cette guerre est ravageuse et il faudra des années encore pour reconstruire à la fois les infrastructures, mais les villes. Je peux évoquer la ville de Liman, qui est aussi dans la région de Donetsk, qui a été à 90% rasée. Et donc on voit que cette stratégie des forces russes de frappe à l'artillerie lourde contre les villes, les dégâts qu'elle fait. Peut-être aussi votre correspondante a évoqué aussi cette question des mines, la contamination des sols, ce qui me fait dire que, en fait, non seulement le présent a été volé aux Ukrainiens, mais aussi leur avenir est fragilisé et miné en quelque sorte, parce qu'il faudra aussi des années pour mener ces opérations de décontamination des sols, notamment dans la région de Kherson, qui est la plus, en ce moment en tout cas, l'une des plus minées en Ukraine. Mais une fois de plus, c'est effectivement cette force des Ukrainiens et cette capacité à résister à toutes les épreuves, à se reconstruire à la fois individuellement et collectivement qui m'impressionne. Vous avez dit tout à l'heure, finalement, l'Ukraine est en guerre depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Et est-ce que quelque part ça explique cette force et cette organisation qu'on a vu se mettre en place très vite? Parce que, évidemment, l'aide internationale, elle n'est pas arrivée tout de suite. Et d'abord, c'est l'entraide. On se souvient des habitants des villes bombardées, s'entraidant, des gens cuisinant dans la rue les uns pour les autres. Les Ukrainiens, ils ont réactivé quelque part quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Je pense que c'est effectivement l'un des premiers facteurs de cette résistance citoyenne, c'est cette mobilisation de la société civile en solidarité tout simplement avec les concitoyens touchés par la guerre. Et quand je dis société civile, je pense bien évidemment à la fois aux ONG qui travaillaient déjà à l'est de l'Ukraine, donc depuis 2014, et qui portaient assistance aux populations civiles de la zone de guerre, mais je pense aussi à tout simplement de nombreux Ukrainiens qui sont devenus eux-mêmes bénévoles de différentes causes caritatives, donc faire à manger, à amener des vivres à des personnes âgées qui restaient sous bombardement, essayer d'aider l'armée aussi. Et aujourd'hui, notamment dans ce contexte de frappe sur les infrastructures, c'est aussi les petits commerçants, les restaurateurs qui essayent malgré tout d'assurer la continuité de service pour permettre aux uns et aux autres, grâce à un générateur à qui auparavant à charger leur téléphone portable ou encore juste prendre un thé, un café alors que les villes sont plongées dans le noir et dans le froid. Et donc je pense qu'effectivement ces 8 années de guerre ont préparé en quelque sorte la société ukrainienne, mais il y a d'autres facteurs, il y a une grande capacité d'adaptation qu'on voit et c'est aussi certainement cette expérience des années 90 qui était en Ukraine assez difficile, donc à la fin de l'Union soviétique. Ouais. Où effectivement le service public n'était pas, la continuité n'était toujours pas assurée et donc il a fallu s'adapter, se débrouiller, faire preuve de solidarité interfamiliale pour survivre et je pense que ça joue également comme facteur. Et il faut aussi évoquer l'action publique. Finalement, ce que l'Ukraine nous montre, c'est que ces institutions tiennent et fonctionnent, à la fois les administrations locales, les municipalités donc qui sont mobilisées dans l'assistance humanitaire. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est les travailleurs des infrastructures. Je pense qu'il faut les évoquer. On voit à quelle rapidité, en fait, ils parviennent à chaque fois à réparer et à faire fonctionner le système électrique. Les chemins de fer, les chemins de fer, le système électrique, l'approvisionnement en eau, donc les systèmes d'eau, les chaufferies. Ces éléments essentiels auxquels nous, on est habitués, c'est quelque chose, ça fait partie de notre quotidien. On peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire de se retrouver sans eau, sans électricité et sans chauffage en plein hiver. Et là, les travailleurs des infrastructures font un travail remarquable. Yulia Shoukan, la guerre n'est pas finie, mais on pense déjà à commencer à reconstruire. Peut-être que c'est important aussi pour pouvoir se projeter. Et puis dans les régions qui ont été libérées, les gens reviennent habiter chez eux dans des maisons où il n'y a plus de toit, dans des maisons où il n'y a plus de murs. Alors il faut reconstruire matériellement, mais il faut aussi reconstruire les corps, j'ai envie de dire, et les esprits peut-être. La reconstruction, elle va se faire sur tous ces tableaux-là.
Et il faut la prendre effectivement dans ces diverses dimensions. Elle est immédiate parce qu'il faut entretenir les infrastructures pour permettre aux Ukrainiens de survivre à l'hiver et donc de tenir encore plusieurs mois tant qu'il fait froid et il fait nuit. Il faut réparer les routes, les ponts, enfin toutes ces infrastructures routières qui ont été aussi fortement touchées par la guerre et les bombardements. Et donc là, ça se fait dans les médias. Tout comme la reconstruction des logements dans les médias, les gens rentrent en fait. Dès que après le retrait des troupes russes dans tous les territoires, on a vu le retour des populations civiles chez eux. Et donc il faut une fois de plus les aider à réparer les logements. Et après il y a le long terme en fait. Et au long terme, c'est à la fois repenser peut-être un certain nombre d'infrastructures et de leur fonctionnement, notamment décentraliser le système électrique pour le rendre plus résistant à différentes crises. Il faudrait reconstruire pas mal d'hôpitaux, les soins médicaux en fait, notamment pour continuer à assurer la continuité de ce service-là, alors que les infrastructures médicales ont été aussi, sont souvent bombardées par l'armée russe, mais aussi il ne faut pas oublier le trauma et le traumatisme, donc à la fois le corps, tout ce qui est handicap lié à la guerre, mais c'est aussi le trauma, parce que l'ensemble des Ukrainiens ont vécu des traumatismes. Ils continuent à les vivre au quotidien, parce que c'est des situations de stress. Quand il y a les alarmes de la défense antiaérienne qui sont enclenchées, on pense toujours à ses proches. On peut s'imaginer être victime un jour ou l'autre, donc il faut vivre avec ce stress quotidien qui nécessairement affecte l'ensemble de la population, et pas uniquement les soldats ou encore les populations proches de la ligne de front. Pour terminer cet entretien, Yulia, vous parlez aussi, souvent vous dites qu'il ne faut pas oublier les Ukrainiens dans cette reconstruction, qu'il faut travailler avec eux et avec les municipalités. C'est vrai qu'on entend souvent parler des autorités locales ukrainiennes. Il y a une vraie décentralisation en Ukraine, il faut travailler avec les gens et pas faire à leur place, quelque part. Je pense qu'il y a déjà un savoir-faire extrêmement important, notamment à la fois dans les sociétés civiles, mais aussi dans les administrations de par ces 8 ans de guerre. Et donc c'est pour ça qu'on a souvent peu de choses à apprendre finalement aux Ukrainiens du point de vue de la reconstruction. Mais la décentralisation, c'est une des réformes phares depuis 2016, donc mise en place en Ukraine et qui a produit ses fruits effectivement. Et là, produit des administrations à la fois compétentes, mobilisées, un certain nombre de personnalités politiques qui ont émergé à travers cette possibilité d'élire dans sa communauté donc des personnes responsables. Et je pense qu'à cet égard, il faut continuer effectivement dans cette voie d'assistance à l'Ukraine, mais ne rien décider sans l'Ukraine, notamment aussi pour la question de la paix et des négociations. C'est mon dernier mot pour vous, Yulia Shoukan. Qu'est-ce qu'ils vont se souhaiter les Ukrainiens en 2023 en une phrase? Je sais, c'est difficile. La victoire. En un mot, en fait, la victoire de l'Ukraine face à la Russie. Parce que, comme l'a dit votre correspondante aussi, ce qu'elle a ressenti sur place, ce que je ressens, c'est cette croyance, effectivement, des Ukrainiens. Ils croient dans la justesse de leur cause et ils croient dans cette victoire. Le lien entre l'arrière et le front, le lien entre la connectivité, le lien aux soldats et le soutien de la société aux soldats est extrêmement fort aussi, précisément grâce à cette croyance dans la justesse de la cause de l'Ukraine. Merci beaucoup, Yulia Shoukan, spécialiste de la société ukrainienne, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Le 18-20, Corinne Audouin sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Autriche avec les Petits Chanteurs de Vienne, l'un des plus anciens chœurs de garçons au monde. Isor Yass est allé écouter leur répétition avant le grand concert du Nouvel An. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Christelle Rebière. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune député républicain fraîchement élu dans l'État de New York qui a complètement bidonné son CV, un mensonge magistral. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est avec Jean-Jacques Herry ce soir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir, on va évoquer un petit pays membre de l'Union européenne depuis 2013. On va parler de la Croatie qui va entrer à la fois dans l'année 2023, dans l'espace Schengen et dans la zone euro. Pour Zagreb, tout est allé très vite. Tout ça en même temps. Dans le monde d'après, suite et fin de notre série sur les dirigeants à suivre en 2023, Louise Baudet tire le portrait de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. Mais d'abord, la soul intemporelle et classieuse des Californiens de The Sacred Souls. Le morceau s'appelle, plus facile à dire qu'à faire, Easier Said Than Done. She said, be honest with how you feel. I said, that's easier said than done. I said, don't worry about the future. She said, that's easier
show me this love is real. I said that's easier said than done. I said just trust the way you feel. She said that's easier said than done. Well, it is. Le bruit du monde ce soir est en Autriche avec les petits chanteurs de Vienne. Vous les entendez derrière moi en pleine répétition pour le concert du Nouvel An. 50 millions de téléspectateurs regardent chaque année ce fameux concert de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et avec cette année donc, les Wiener Sängerknaben, c'est l'un des plus anciens chœurs de garçons au monde. Isorias est allé à leur rencontre. Dans le 2e arrondissement viennois, au cœur d'un vaste parc arboré, se dresse le palais Augarten. Ce magnifique palais baroque héberge les petits chanteurs de Vienne, 100 garçons âgés de 9 à 14 ans. Fondé en 1498 par l'empereur Maximilien, ce chœur a fait partie durant des siècles de l'ensemble musical de la cour et accueilli d'illustres membres dont Joseph Haydn et Franz Schubert. Il a survécu à la chute de l'Empire austro-hongrois en 1918 et fêtera donc l'an prochain son 525e anniversaire. C'est cette histoire ancienne et prestigieuse qui attire de nombreux élèves comme Alexander, jeune Autrichien de 12 ans, membre des Petits Chanteurs de Vienne depuis un an. Les petits chanteurs de Vienne m'ont toujours fasciné et je voulais absolument apprendre à chanter ici. Je suis fier d'y être parvenu. La musique est très importante pour moi. C'est une affaire de sentiments. Ça m'aide à me calmer, à me concentrer. Être ici est une bonne expérience dont je me souviendrai toujours. Les élèves triés sur le volet viennent d'Autriche et du monde entier. Ils vivent en internat au Palais Augarten où ils suivent également leurs cours d'école et assurent les répétitions de chant. Rigueur et discipline sont les maîtres mots ici. Seule manière de pouvoir tenir ce rythme intense. Un quotidien particulier, reconnaît Simon, 13 ans. L'école commence à 7h30. Nous avons cours jusqu'à 11h et nous avons ensuite 2 heures de répétition tous les jours. Après la pause déjeuner, nous avons de nouveau école de 14h30 à 18h. Quasiment un dimanche sur 2, nous chantons à la messe donnée dans la chapelle du Palais Impérial. Et donc, on a parfois des répétitions le samedi pour préparer cette messe. Et bien sûr, ce n'est pas la vie typique d'un enfant de 13 ans, mais c'est faisable et puis c'est plutôt amusant. Nous sommes habitués à travailler un peu plus dur que les autres et à faire les choses plus rapidement. On a l'expérience du stress et ça nous aide beaucoup dans la vie. Les concerts représentent une part importante de leur activité. Chaque élève en donne 80 par an environ.
S'ils se produisent régulièrement en Autriche, les petits chanteurs de Vienne partent également un trimestre par an en tournée à l'étranger. Une ambiance différente selon Mathias, 13 ans. Se rendre dans des pays différents est plus amusant que de toujours rester en Autriche, car on découvre de nouvelles choses, des choses exotiques ou des sites touristiques. Et puis c'est différent de chanter là-bas devant des gens qu'on ne connaît pas, parce que quand on chante en Autriche, il y a nos proches dans le public et on est beaucoup plus nerveux. Habitués à jouer avec les plus grands, les petits chanteurs de Vienne participeront le 1er janvier prochain au célèbre concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, suivi par 50 millions de téléspectateurs à travers le monde. Si le classique représente une part importante du répertoire du chœur, celui-ci s'ouvre aujourd'hui à d'autres styles de musique plus modernes, explique le directeur Gerald Wirth. La tradition est un aspect important. Nous voulons montrer d'où le chœur vient, ce pourquoi il est connu. Mais dans le même temps, il est toujours intéressant de découvrir de nouvelles musiques. Notre répertoire va ainsi du chant grégorien à la musique contemporaine, y compris de la musique populaire, comme les comédies musicales. Ces 20 dernières années, nous avons également accru la part de musique internationale dans notre répertoire. Que ce soit des chants maoris de Nouvelle-Zélande ou de la musique indienne, tout est possible. Toujours dans cet esprit d'ouverture, plusieurs autres chœurs ont été créés au Palais Augarten ces dernières années, dont un pour les jeunes filles, Il était temps. Merci Zorias pour le reportage. Le concert du Nouvel An du Philharmonique de Vienne avec les petits chanteurs de Vienne, c'est donc dimanche 1er janvier à 11h. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est avec Christelle Rebière. On commence à New York avec cette incroyable histoire d'élus mythomanes, Christelle. Et l'affaire aux États-Unis est extrêmement sérieuse. Une enquête préliminaire vient même d'être ouverte par la justice de l'État de New York contre George Santos. Ce député républicain de 34 ans a ravi un siège aux démocrates en novembre dernier. Mais la jeune pousse avait complètement bidonné son CV. Diplôme, carrière, famille, religion, que du fake. Il s'était présenté comme juif, petit-fils de réfugiés ukrainiens ayant fui le nazisme, homosexuel, diplômé de l'université, brillant financier chez Goldman Sachs et richissime, possédant 13 propriétés. Le New York Times a mené l'enquête. Résultat, il est fils d'immigrés brésiliens, il ne possède rien, il habite d'ailleurs chez sa sœur, n'est jamais allé dans une grande université, n'a jamais travaillé chez Goldman Sachs, il est catholique. Et il a été marié durant 5 ans. Je suis homosexuel, les gens changent, plaide-t-il. Le scandale est tel que George Santos a dû faire amende honorable hier sur Fox News. J'ai fait une erreur. Les humains sont comme ça, on fait tous des erreurs. Qui peut se regarder dans la glace et dire qu'il n'en a jamais fait ? Je suis en train de l'avouer sur une chaîne nationale pour que tout le pays le sache. Et j'ai le courage de le faire. Parce que je crois qu'en tant que membre du Congrès, je dois affronter mes erreurs. La vérité, c'est que j'ai beaucoup travaillé et que je sors d'une pauvreté abjecte. Alors, pas question pour lui de démissionner. La procureure, elle, rappelle que personne n'est au-dessus des lois et que si le délit est constitué, eh bien, il sera poursuivi. Moi, je pronostique une prochaine série Netflix sur cette histoire, c'est Christelle. Fort probable. Après les mensonges des prophéties au Ghana. Dans ce pays majoritairement chrétien, la police se mêle des sermons à venir. Elle a solennellement averti les organisations confessionnelles. Pas de prophétie apocalyptique pour 2023, concernant en particulier, je cite, la mort, les préjudices et autres messages susceptibles de menacer le cadre de la loi et l'ordre public. Fin de citation. Chaque année, les pasteurs se lâchent. En 2019, un prophète controversé avait même vu ses biens vandalisés par une population affolée. Il avait annoncé la mort à venir de plusieurs personnalités. En 2021, un autre avait prédit la mort du célèbre rappeur ghanéen Shatta Wale. Remember who know I go come again to the masses. Only Shatta Wale cause this traffic. Burn them, they say burn them to ashes. Them wanna pretend this is my too plastic.
Et pour se moquer des prophéties, bien le rappeur en question avait alors simulé sa propre mort. Il est toujours en pleine forme. Le 25 décembre dernier, il a même donné un méga concert à Accra. Il s'est déshabillé sur scène, mais ça c'est une autre histoire. On n'a pas les images, on est à la radio. Merci Christelle Rebière. Alors on reste sur le continent africain avec la folkeuse sud-africaine Philani Boubou et le morceau s'appelle Congo Tchane. Congo Tchane de la chanteuse sud-africaine Philani Boubou sur France Inter. Allez, comme tous les jeudis, direction Bruxelles. France Inter. Je suis venu vous parler d'Europe. The European Union général. Bonjour dans le monde. Bonsoir Jean-Jacques Herry. Bonsoir Corinne. En direct de Bruxelles, on va parler de la Croatie. Ce pays des Balkans est membre de l'Union européenne depuis 2013. Et le 1er janvier, dimanche donc, la Croatie fait coup double en intégrant à la fois l'espace Schengen et la zone euro. Et c'est l'aboutissement de l'intégration européenne de ce qu'on peut appeler, Jean-Jacques, un bon élève européen. Oui, si l'on caricature un peu, il faut imaginer un pays qui accumule les bons points année après année et qui finit par être récompensé. 10 ans après son intégration dans l'Union, on l'admet ainsi dans un cercle encore plus restreint. Il va devenir dimanche le 20e membre de la zone euro et le 27e de Schengen, l'espace de libre circulation européen. Car en un temps record, ce petit pays de 4 millions d'habitants s'est mis à cocher toutes les cases nécessaires à l'intégration dans l'intégration. Et sur le papier, cela n'avait rien d'évident parce qu'il faut le rappeler, la Croatie n'est un État indépendant que depuis 1991. Une guerre a ravagé son territoire pendant 5 ans avec un coût humain terrible, 20 000 morts et des conséquences économiques désastreuses. On estime que le pays n'a retrouvé son niveau d'avant-guerre qu'en 2004. Alors évidemment, pour les dirigeants politiques croates actuels, cette double intégration, euro et Schengen, est vécue comme un succès. C'était l'un des objectifs affichés du Premier ministre croate Andrej Plenković, qui souhaitait s'arrimer encore plus à l'espace européen. Selon les critères examinés par la Commission et la BCE, la Croatie est prête. Elle juge les finances du pays saines et l'économie capable de s'intégrer à la zone euro. Et c'est vrai que les indicateurs plaident en ce sens. Le taux de chômage, par exemple, est estimé à 6,3% en 2022 et inférieur de 0,5 points à la moyenne de la zone euro. C'est son niveau le plus bas atteint ces 10 dernières années, alors qu'en parallèle, la Croatie a également su consolider son secteur bancaire et lutter contre la corruption. Et tout cela, Jean-Jacques, vient donc clôturer une intégration modèle pour un élève modèle.
Oui, pour s'en rendre compte, il suffit de redonner les dates pour mesurer l'évolution à la fois vertueuse et rapide vers les standards européens, adoubés au fur et à mesure par les instances. 2009 d'abord, la Croatie devient membre de l'OTAN. Ce n'est pas encore l'Union européenne, mais ça permet quand même de s'en approcher. Ensuite, il y a 2013 avec l'intégration officielle du pays dans l'Union. Et puis 2023, maintenant, 10 ans plus tard seulement, voilà les Croates qui entrent à la fois dans le Schengen et dans la zone euro. Avec ce changement de monnaie, les dirigeants estime que le pays sera moins exposé aux crises économiques grâce à la protection de la Banque Centrale Européenne. Et en ce qui concerne Schengen, le Premier ministre Andrej Plenković est très clair. C'est bon pour le tourisme, qui est la principale manne économique du pays. Ça va énormément nous aider parce que plus de la moitié des touristes sur la côte croate viennent en voiture depuis l'Union Européenne. C'est ce qu'il dit dans une interview accordée à nos confrères du journal Le Monde. Mais attention, tout de même, car il reste des défis auxquels le pays devra faire face. La Croatie est en effet un pays qui se vide. Elle perd 10% de sa population. Elle a perdu 10% de sa population au cours des 10 dernières années. En effet, depuis l'intégration européenne, les jeunes quittent la Croatie. Ils vont travailler dans d'autres pays de l'Union, attirés par des salaires plus élevés que chez eux. Et puis sur place, même si la majorité de la population soutient l'entrée dans l'euro, il y a aussi une crainte immédiate qui est partagée par une partie des Croates, celle de voir l'inflation augmenter avec l'arrivée de la nouvelle monnaie. Oui, on l'a oublié en France, où l'euro est là depuis longtemps, mais l'arrivée d'une nouvelle monnaie, c'est toujours un défi logistique. Oui, et avant même ça, il y a les soucis de conversion. Rappelez-vous, à l'époque, en 2001, 1 euro, c'était 6,55957 francs. Eh bien, en Croatie, 1 euro, c'est 7,54 kuna. Il faudra s'y habituer devant et derrière les tiroirs caisses ces prochains jours, puisque au cours des 2 premières semaines de janvier, les citoyens croates seront d'ailleurs toujours autorisés à payer en kuna, mais la monnaie devra être rendue en euros, ce sera obligatoire. En parallèle, les commerçants devront avoir changé toutes les étiquettes de prix dans les magasins avant dimanche matin. Enfin, il faut savoir que la Croatie a dû emprunter pour 346 millions de billets en euros à d'autres pays européens, car comme l'entrée dans la zone euro n'a été que définitivement actée qu'en juillet dernier, la Banque centrale croate n'a tout simplement pas eu le temps d'imprimer ses billets, donc ces nouveaux billets de banque en euros, et donc elle a dû se résoudre à emprunter aux autres banques centrales européennes. Ce sont des choses qui arrivent. Merci Jean-Jacques Herry, en direct de Bruxelles. Et c'est l'heure du Monde d'après, suite et fin de notre série sur les dirigeants à suivre en 2023. Corinne Audouin, le 18-20. Direction l'Italie ce soir. Bonsoir Louise Baudet. Bonsoir Corinne. À quoi va ressembler l'Italie gouvernée par Giorgia Meloni? Arrivée au pouvoir il y a 2 mois, la présidente du Conseil, issue des rangs de l'extrême droite post-fasciste, montre un double visage, identitaire et idéologique d'un côté, eurocompatible et pragmatique de l'autre. Une personnalité politique plus complexe qu'il n'y paraît, loin de la caricature à laquelle on tend à la résumer en France, Louise. Ouais, Giorgia Meloni est-elle fasciste, post-fasciste, néo-fasciste, crypto, transfasciste? Je pousse un peu Corinne, mais pas tant que ça. Car le fait est qu'on s'inquiète bien plus ici qu'en Italie de la fidélité de l'actuelle présidente du Conseil à ses racines politiques. Fasciste, elle l'a été incontestablement. Elle qui a milité dès 15 ans dans la branche jeunesse du MSI, le parti fondé après-guerre par les rescapés du régime de Mussolini. Fondation célébrée il y a tout juste 3 jours par des très proches de Meloni. Rien de moins que le président du Sénat, cofondateur de Fratelli d'Italia, et une secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense, membre donc du gouvernement. Bref, les ponts sont tout sauf rompus, en dépit des dénégations de Giorgia Meloni qui, il y a 10 jours, dénonçait encore au musée hébraïque de Rome l'ignominie des lois raciales instaurées dans l'Italie fasciste. Mais son hommage vibrant à l'identité juive comme partie intégrante de l'identité italienne lui a finalement permis de glorifier l'essentiel, l'identité. Car pendant qu'on se perd en querelle sémantique, Louise, Giorgia Meloni, elle trace sa route, une route à l'ultra-droite. Oui, sa toute première mesure, à peine arrivée au Palais Chigi fin octobre, la criminalisation des rassemblements de plus de 50 personnes. Dans les faits, une mesure d'interdiction des rave parties, mesure présentée comme urgentissime. La loi et l'ordre, c'est le credo de Giorgia Meloni. La famille également, mais cette partie-là de son programme n'a pas encore de traduction législative, trop tôt. En revanche, le durcissement des règles contre les ONG qui sauvent les migrants est, lui, bien réel. Décret approuvé tard hier soir en Conseil des ministres
ministre. À l'origine, le blocus maritime promis par Meloni pendant sa campagne, qui a provoqué, rappelez-vous, un bel affrontement avec Paris cet automne autour du débarquement de 200 migrants recueillis à bord de l'Ocean Viking. Donc elle est donc très à droite. Pourtant, en Italie, on parle de coalition de centre-droit. Oui, c'est une bizarrerie vue de France. Le centrodestra italien est quand même très moyennement au centre, avec Berlusconi d'un côté, là ça va encore, mais surtout avec Fratelli d'Italia et la Ligue de Matteo Salvini. Or, cette alliance des droites réussie pour le coup n'est en fait pas une première en Italie. L'extrême droite participe à des gouvernements là-bas depuis 1994. Le monde politique, l'électorat, les médias se sont habitués, d'où le centrodestra. L'électorat de Meloni ne veut pas d'ailleurs le retour du fascisme ou de la marche sur Rome. Et cette normalisation de l'extrême droite qui fait désormais partie du paysage, elle est comme parachevée par Giorgia Meloni et son profil bruxello-compatible. Ça, c'est donc l'autre visage de Giorgia Meloni, Louise. Oui, cette Meloni-là met ses pas dans ceux de Mario Draghi, ex-directeur de la Banque Centrale Européenne et son prédécesseur à la présidence du Conseil italien. Le budget définitivement adopté ce matin au Sénat n'est pas révolutionnaire. On y trouve bien quelques cadeaux électoraux à la clientèle méloniste, celle des artisans commerçants, et la fin annoncée du revenu de citoyenneté mal vu à droite, puisque on y voit de ce côté de l'assistanat. Mais on n'y trouve pas de rupture radicale. Giorgia Meloni ne peut pas se le permettre. Elle a trop besoin des 191 milliards d'aides européennes pour financer son plan de relance. Et elle agit sous la double contrainte de l'inflation et de la crise énergétique. D'ailleurs, sa première visite à l'étranger début novembre, elle l'a réservée à Bruxelles. Signal d'une Italie qui veut défendre ses intérêts nationaux, oui, mais à l'intérieur de l'Union européenne. Donc alignement sur l'UE, alignement aussi sur l'OTAN face à Vladimir Poutine. Oui, Giorgia Meloni soutient sans ambiguïté le principe d'aide inconditionnelle à l'Ukraine, contrairement d'ailleurs à ses deux alliés au gouvernement, Berlusconi et Salvini. Elle le fait par conviction atlantiste, mais aussi par pragmatisme. De nombreux observateurs qui ne l'ont pas vu venir notent son habileté politique, sa capacité à improviser et à reculer s'il le faut, quand Bruxelles proteste trop ou qu'un problème juridique survient, sans perdre, en tout cas pour l'instant, sa popularité auprès de son électorat, bien au contraire. Alors, ce techno-souverainisme a-t-il de l'avenir ? Les déchirements de l'opposition de gauche aident bien sûr Giorgia Meloni, qui se montre par ailleurs plus subtile et moins expéditive qu'un Matteo Salvini. Toutefois, elle ne dispose pas d'un entourage politique à la hauteur de la tâche. Elle gouverne d'ailleurs seule, dit-on, et contrôle tout. Et puis, ses partenaires, Berlusconi et Salvini, qu'elle a cannibalisés, sont en embuscade, sans oublier la volatilité de la vie politique italienne, une constante depuis l'après-guerre, à laquelle justement Giorgia Meloni a promis de s'attaquer en présidentialisant le régime. Chantier pour l'heure à peine défriché. Merci beaucoup Louise Baudet de la rédaction internationale et merci à toute la RI, comme on dit, pour cette série de portraits toute cette semaine. C'était Le Monde d'après. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h d'Hélène Philly, suivi du téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. À tout de suite.